Bonjour, aujourd'hui je vais présenter cette petite caméra chinoise sans marque bien définie et qui s'appelle comme toutes les autres Sport DV Camera. C'est pas très original. Elle vient évidemment de chez AliExpress et je vous ai mis le lien dans la description car il y en a plusieurs sur le site et je ne suis pas certain qu'elles soient toutes identiques. Je ne vais pas faire la classique vidéo du déballage, le fameux unboxing en anglais, ça fait mieux, où on voit le gars ouvrir le paquet et manipuler la caméra pendant une bonne demi-heure sans que ça n'apporte grand-chose de plus que la simple lecture de la documentation en ligne, mais je vais plutôt faire une présentation à visée pratique et surtout des essais en images. Voilà donc un petit moment que je cherchais une caméra suffisamment petite mais offrant une bonne qualité d'image pour pouvoir faire des vidéos embarquées pas trop moches. Le cahier des charges était de pouvoir tenir sur un wagon sans engager le gabarit en largeur, donc 35 mm au grand maximum, 70 mm maxi en hauteur, même si je n'ai pas de caténaire et qu'il n'y en aura certainement jamais, j'ai quand même prévu une hauteur minimale partout, permettant d'en mettre une et en tout cas de pouvoir faire circuler des trains, les pantographes levés. Image en 16 neuvième et en 1080p avec une qualité correcte. Wi-Fi pour monitorer la vidéo pendant l'enregistrement. Quant au prix, je ne me suis pas vraiment fixé de maximum, tout dépend des possibilités de l'engin. Et je me suis vite rendu compte que même si l'offre semblait pléthorique, on retombait le plus souvent sur un format rectangulaire genre GoPro, ou sinon toujours supérieur aux 35 mm de large. Ce matériel a pourtant existé, comme le Sony HDR AZ1 ou le Panasonic HX-A1, qui n'est plus vendu en France. Ces deux modèles ne se trouvent plus qu'en occasion, à des prix encore élevés et surtout sans garantie de bon fonctionnement, la batterie pouvant être HS ou l'objectif rayé. Parmi les petits modèles actuels, il y a l'Insta-Go 3S. Bien qu'elle fasse 54 mm dans sa grande dimension, et je ne suis pas certain de pouvoir la faire tenir debout sur un wagon, car couchée, elle dépassera trop. En plus, elle semble avoir un format vidéo propriétaire, obligeant à utiliser une application dédiée ou à convertir la vidéo pour le montage. Et pour finir, son application indispensable à la mise en route nécessite Android 10 au minimum et ne s'installera pas sur mon smartphone de 2017, dont le processeur est pourtant suffisamment puissant, mais qui est bloqué sous Android 8. Donc achat d'un nouveau bousin à prévoir, alors que l'existant me suffit encore largement. Bon, tôt ou tard, il faudra quand même y passer, car même les billets des Jeux Olympiques nécessitent Android 9 au minimum. Heureusement, je n'y ai pas prévu d'y assister. Le deuxième modèle qui retient mon attention est l'Osmo Pocket 3, dont le capteur semble pouvoir se mettre à la verticale et donc capable de filmer vers l'avant lorsqu'elle est posée à plat sur un wagon. Là encore, il faut Android 9 minimum pour installer l'application Mimo, qui est indispensable pour activer la caméra. Donc j'attendrai d'être vraiment obligé de changer le smartphone, car je n'aime pas mettre au rebut quelque chose qui fonctionne encore parfaitement. Toutes les autres caméras, dites sport ou action, ont un format rectangulaire de 60 mm au moins et qui engage fortement le gabarit en largeur. C'était le cas avec mon ancienne JMac de 58 mm de large, qui donnait des images de bonne qualité en 4K à 30 images secondes ou en 1080p à 60 images secondes, avec un stabilisateur électronique correct, mais qui ne pouvait pas passer partout. Donc pas de GoPro ou équivalent non plus. Restaient donc les petites caméras chinoises, comme la SQ11 que j'avais essayée il y a quelques mois. Sur le papier, elle semblait suffisante, mais elle s'était révélée être une contrefaçon à la qualité d'image désastreuse et donc inutilisable. AliExpress m'avait remboursé comme d'habitude sans discussion, la vraie SQ11 ne donnant pas non plus d'image de très bonne qualité d'après les commentaires des acheteurs. Vous pouvez voir la vidéo que je lui avais consacrée. Si bien que j'avais fini par abandonner jusqu'à ce que je tombe sur ce modèle qui est vendu initialement comme caméra de vélo à fixer sur le guidon. C'est un cube de 33 mm de côté sur 38 mm de long, donc qui ne pose aucun problème de gabarit. Elle fait des images en 16 neuvième, en 1080p, mais seulement à 25 images secondes, ce qui peut paraître un peu juste, mais à l'usage, on verra qu'il n'y a pas trop de saccades. Il n'y a pas de stabilisation non plus, mais l'image ne bouge pas beaucoup et il n'y a pas de tremblement. Il y a un format 1280 par 720
toujours en 25 images secondes, mais la qualité est décevante. Évidemment, la focale est fixe, ce qui veut dire un premier plan proche toujours plus ou moins flou, et il n'y a pas d'autofocus. Et l'objectif est un grand angle de 120 degrés, avec toutes les déformations qui vont avec. Elle a le Wi-Fi avec une application qui tourne sur mon vieux smartphone sans problème et qui permet de monitorer la vidéo et de régler les paramètres de la caméra. L'autonomie est donnée pour 3 heures. La batterie est interne et ne peut être enlevée. Elle se charge par le port micro USB à l'arrière de la caméra. Le cordon est fourni. Elle ne chauffe pas beaucoup. Le son est de très bonne qualité. Rien à voir avec ma J-Mac qui donnait un son infect semblant capté dans une boîte métallique. Quant au prix, elle est vendue aux environs de 20 € port compris, donc on ne va pas se ruiner. Elle est vendue sans carte SD, ce qui semble normal compte tenu du prix. Pour le reste, la notice de 7 pages, imprimée au format timbre-poste, est dans un anglais compréhensible, ce qui est rare avec les produits chinois et mérite d'être signalé. Je l'ai fixé sur le wagon qui me servait pour la J-Mac en utilisant le support à vis fourni et un simple boulon. Le wagon est muni d'un gros lest pour être bien stable et son poids permet de mettre et d'enlever rapidement la caméra en gardant le wagon sur les rails. J'ai mis des roues plus petites à l'arrière pour avoir une assiette accabrée, comme on dit dans l'aérien, c'est-à-dire qu'elle pointe un peu vers le haut. On peut même la mettre sur un simple bogie, toujours avec le boulon par en dessous, en élargissant le trou de fixation du bogie. Elle pèse 42 grammes avec son support et on arrive à 58 grammes avec le bogie et le boulon. Ça roule bien, poussé par une loco, mais il ne faut pas aller trop vite en virage, car le centre de gravité est assez haut. Depuis l'application Android, on peut choisir de stocker les photos et les vidéos, soit sur la carte SD de la caméra, et dans ce cas la vidéo est en 1920 par 1080, et les photos sont en 4032 par 3024, soit dans le smartphone, et auquel cas les photos et les vidéos seront toujours en 1280 par 720. Dans les deux cas, les vidéos sont en 30 images par seconde et les couleurs sont sur 24 bits. À noter que la caméra ne peut pas fonctionner sans carte SD. Il y a une commande qui élargit ou rétrécit l'image sur l'écran, mais elle ne change pas la définition ni le format de l'image enregistrée. Et je me demande d'ailleurs à quoi elle sert vraiment. Il y a bien une page d'aide, mais elle ne donne que peu d'informations. Prise de photo qui sera enregistrée dans la mémoire du smartphone, mais uniquement en 1280 par 720. Vidéo enregistrée dans la mémoire du smartphone et toujours uniquement en 720p. Galerie, c'est-à-dire accès aux photos et aux vidéos prises et stockées dans le téléphone. La qualité de vidéo en 1280 par 720 est plutôt médiocre. Et en plus, le stockage sur le téléphone ne se fait pas dans le dossier de la caméra interne du téléphone, mais dans un dossier appelé Sport Camera, qu'il faut aller chercher dans l'arborescence de la mémoire de stockage du téléphone. Autant dire que ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique auront des problèmes pour les transferts sur leur ordinateur. L'application Galerie du téléphone ne les trouve pas et seule l'application dédiée de la caméra permet de les afficher, mais pas de les transférer directement. Donc l'enregistrement dans la mémoire du téléphone est à oublier. Et malheureusement, rien de tout cela n'est expliqué dans la notice. Dans la partie droite, on trouve la commande pour prendre une photo en 4032 par 3024 qui sera stockée sur la carte SD de la caméra. La commande pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo en 1080p sur la carte SD de la caméra, l'accès aux photos et aux vidéos stockées sur la carte SD de la caméra, l'indication du niveau de la batterie et l'indicateur de connexion Wi-Fi. Un écran de paramétrage permet de choisir si on veut enregistrer le son, retourner l'image de 90 degrés ou incruster un horodatage. Dans ce cas, la date et l'heure sont transmises par le smartphone. Il y a aussi l'option d'enregistrement en boucle qui m'avait paru mystérieuse car on ne peut pas la désactiver. Et c'est à l'usage que je me suis rendu compte que les vidéos étaient découpées en plusieurs fichiers dont la durée est spécifiée ici. D'autre part, lorsque la carte SD est pleine, on écrase l'enregistrement le plus ancien et ainsi de suite. On peut aussi formater la carte SD et réinitialiser la caméra en cas de blocage. Les versions du firmware
et de l'application sont aussi indiqués ici. Et il n'y a plus qu'à passer aux essais. Il faut dire tout de suite qu'on n'est pas dans de l'image de très haute qualité à projeter sur un écran de cinéma. Comme la focale est fixe, le premier plan à moins de 50 cm est flou, mais la qualité de l'image est correcte sans plus. Paradoxalement, les images sont plus belles en lumière artificielle. La sensibilité du capteur est plutôt bonne. C'est en vidéo qu'on y trouve tout l'intérêt, car sa petite taille lui permet de passer absolument partout. On va d'abord aller faire un petit tour au dépôt. Là, on est en lumière artificielle, car en plein jour, les deux fenêtres sont plein sud et la caméra n'aime pas du tout le contre-jour violent. Arrivé sur le pont tournant, un petit tour de manège, là on a fait un demi-tour et on va aller sur une voie de la rotonde. Et on va pouvoir rentrer dans la rotonde, ce qui était impossible avant. Le grand angle déforme quand même pas mal l'image, et il n'y a pas de réglage possible à ce niveau. Comme je le disais dans la vidéo du pont Eljean, le passage entre la voie d'entrée qui est en code 100 et celle du pont qui est en code 83 est totalement imperceptible. Et retour en voie 6. Maintenant, on va aller faire un petit tour à la gare RER. C'est une gare souterraine que j'avais présentée dans une ancienne vidéo. Elle est située sous le centre-ville et on y accède par une rue en contrebas ou par une entrée genre bouche de métro avec des escalators sur le côté de la mairie. C'est un trajet qui est normalement effectué par un autorail Renault VH ou par un Picasso. C'est une navette qui fonctionne en va-et-vient automatique
avec un arrêt de 30 secondes à chaque extrémité et qui repose sur le système ABC de Lens que j'ai décrit dans une ancienne vidéo. C'est donc juste une programmation dans le décodeur de l'autorail, sans informatique ou électronique supplémentaire. Là aussi, il était impossible de passer dans le tunnel avec la caméra JMac. Il n'y a aucun fignolage et pas grand chose à voir de bien terrible, et la caméra montre les modifications qu'il faudrait faire pour rendre tout ça un peu plus présentable. Et on arrive dans la gare Legros-Méry. Retour dans l'autre sens. Normalement, l'autorail stationne 30 secondes. On remarque qu'elle se débrouille pas mal en faible éclairage, sans bruitage excessif. On va traverser une partie de la gare de triage. Avant d'arriver à l'arrêt de la zone d'activité de Bel Air, où le Renault VH attend pour partir. On est quand même un peu juste en 25 images secondes, ça pourrait être plus fluide, mais ça reste acceptable. Il est aussi possible d'envoyer l'image du smartphone sur un écran télé supportant la fonction de mirroring, qui fonctionne avec une liaison Wi-Fi directe entre la télé et le smartphone envoyant l'image de son écran sur la télé en grand format. Là, on va prendre la boucle haute pour revenir dans l'autre sens vers la gare. La caméra permet de mettre en évidence et en détail les modifications à faire pour rendre le décor plus présentable. Et pour finir, on va aller faire un tour par la halle à marchandises. Là non plus, je n'avais jamais pu filmer. Donc cette fois, je suis plutôt satisfait. Elle fait son job, certes à minima, mais à mon niveau, ça peut suffire. Il ne faut pas être trop exigeant, le plus gros défaut étant l'absence d'autofocus. Donc, en résumé, les points positifs, la taille mini qui passe partout, un système de fixation qui est facilement utilisable sur un wagon, l'image est globalement correcte, le Wi-Fi est très stable, je n'ai eu aucune déconnexion et on peut même sortir de la pièce avec le smartphone. Elle ne chauffe pas beaucoup, elle est étanche, même si ça n'a pas vraiment d'importance pour notre usage, et le monitoring de la vidéo sur un écran smartphone ou télé. L'application smartphone est agréable à utiliser et fonctionne sans bug. L'autonomie est correcte et le prix est lui aussi mini. À noter que les prix changent vite sur le site et parfois dans de grosses proportions. Et il y a aussi des offres à prix cassé pour la première commande. Pour le négatif,
25 images secondes seulement, mais pas trop de saccades quand même. Pas d'autofocus, ça c'est le gros problème. Le grand angle est imposé sans autre réglage possible. Il n'y a pas de stabilisation, mais à ce prix, il ne faut pas trop en demander non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas dans ce cas à vous abonner et à liker. À bientôt!